causer. Fantastique. Fantastique, Willy. Tu es tombé dans l'art du conte quand? Parce que tu es un conteur. Il y avait un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère qui te racontait? Ou un professeur qui t'a marqué? Alors tout à fait, ben, mon père lui est écrivain, romancier, donc c'est un homme d'histoire qui a sans cesse mis de la fiction dans sa réalité, au point que lorsqu'il a été torturé dans la dictature de Pinochet et il est arrivé en France, il a écrit son témoignage sur la torture, même dans le témoignage de torture il s'est permis un petit peu de la fiction et quelques rebondissements, donc ça montre que c'était déjà un homme qui avait cet art, non, de la fable. Et ma mère également est une grande lectrice de poésie. Et ce qui est fabuleux avec ma mère, c'est qu'à chaque fois qu'elle raconte une histoire, ce n'est jamais proche de la réalité. Et il y a sans cesse comme ça des sortes d'interstices et des reliefs qu'elle donne sur la fiction. Mais aussi, peut-être parce que je viens d'une culture très proche de la tradition orale. On a parlé tout à l'heure avec Mackenzie, qui lui aussi vient d'Haïti, donc c'est plus ou moins le même système, puisque d'ailleurs c'est des pays frères, Haïti et Venezuela, qui ont une très vieille histoire politique avec Simon Bolívar, qui s'est réfugié pendant très longtemps à Haïti, et qui s'est inspiré de cette première révolution haïtienne pour pouvoir faire l'indépendance latino-américaine. Et on en avait parlé beaucoup avec Mackenzie, à quel point le fait de venir d'une tradition orale fait de nous déjà des gens qui sont dans... Exactement. Moi j'ai un ami rwandais qui est comme ça aussi. Oui, voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Joseph, que j'ai au bout du fil tantôt, voilà. Ce sont des gens qui ont... C'est fluide. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. On ne conçoit pas la possibilité de le faire autrement. Donc c'est ça qui est très beau. Et il y a, là, ce week-end, j'étais dans un festival à Morges avec Alain Mabankou. On faisait une rencontre ensemble et même spectacle, on est arrivé à la même conclusion. C'est que quand on a un héritage de tradition orale et de contes de façon ancestrale, il est pour nous évident que pour pouvoir raconter une histoire, il est beaucoup plus simple de passer par l'anecdote, par le mythe, par le récit, que par la théorie. Voilà. Bon, quelqu'un qui s'est forgé à ça aussi, pourtant, c'est Maxence Fermine. Alors, je connais mal, je suis désolé. Maxence Fermine qui avait écrit Neige, le violon noir, apiculteur, tout ça, qui est un conteur né. Bon, maintenant il vit en Savoie, il m'a encore téléphoné ce matin pour me parler justement de Joseph Douanier, de cet art du conte un petit peu. Voilà, donc on échange régulièrement, parce que j'aime bien ces gens qui ont le verbe naturel. Oui. Et dans l'écriture, ça coule. Tout à fait, tout à fait. Bah, moi j'essaie de faire le plus possible un grand travail au niveau de la fluidité du style pour pouvoir conserver la note. Vous voyez, de la même manière que lorsqu'on commence une histoire, on a une sorte de musique, de petite musique, comme disait... Le tout c'est d'avoir le diapason. Voilà, le diapason. Le diapason peut être donné soit par soi-même, parce qu'on a déjà une musique dans la tête et on a une forme, et ça commence petit à petit à créer une partition, soit un autre livre qui parfois peut te donner ce diapason nécessaire, si bien que lorsque tu es en train d'écrire et que tu perds un peu ton rythme, tu reviens à ce livre, tu t'accoutes de nouveau sur lui, tu t'adosses sur lui pour retrouver la note que tu avais manquée, et donc là tu peux revenir à ton travail. Et je pense que pour chaque livre, il y a une sorte de petite bibliothèque autour, une sorte de constellation d'autres livres qui les accompagnent et qui lui donnent sa couleur, qui lui donnent son parfum. L'histoire, tu as toujours donc été passionné par l'histoire, parce que tu dis, le papa était déjà un petit peu dans cette écriture. Comment découvres-tu Augustin? Vraiment par hasard, en regardant une série documentaire qui s'appelle Cosmos de Neil deGrasse Tyson, qui est diffusée par la chaîne HBO. Et à un moment, le présentateur se met à évoquer les différents inventeurs autour du Soleil. Et tout à coup, en parlant d'Archimède, de Salomon de Causse, de Lavoisier, de Buffon, du photovoltaïque, de Félix Trombe, il tombe sur Augustin Mouchot, personnage étonnant du 19e, jeune bourguignon, fils de serrurier, prof de maths, qui tout à coup découvre, invente, enfin arrive à mettre en forme une machine qui permet de capturer les rayons du soleil pour pouvoir les transformer en énergie. Et là, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant, de paradoxal dans ce personnage de l'ombre, timide, austère, comme ça, chétif, flegmatique, qui tout à coup s'intéresse à son opposé, c'est-à-dire le soleil, la lumière, la chaleur, la beauté, la vie. Est-ce que tu t'attends à cette masse de découvertes, à cette masse, je veux dire, de travail, de recherche? Eh bien, parce que c'est incroyable. C'est tout à fait incroyable. Je m'étais rendu compte qu'il y avait très peu de choses sur lui et qu'il allait falloir que je fasse le tour de France dans les différents archives municipaux pour pouvoir trouver des informations, glaner des informations, trouver les rares petites pépites qui étaient sur lui, sur sa vie, sur son travail de professeur, sur ensuite les timides découvertes qu'il a pu faire, sur les échecs répétés, sur des démonstrations qui ont été désastreuses, catastrophiques, sur cette entreprise démente, inattendue et complètement désespérée dans laquelle il se lance.
Et petit à petit, pendant presque 2 ans, je suis parvenu à faire un document très large avec toutes les infos qu'on pouvait trouver sur cet homme. Je me suis brûlé les yeux sur gallica.fr, qui est la bibliothèque numérique de la BNF, où on peut retrouver toutes les périodiques et tous les journaux du siècle passé, en essayant d'effeuiller, en passant au peigne fin, chacun des journaux pour voir si je trouvais quelque chose sur Mouchot et toujours le noter à côté, comme ça. Ça, c'est la documentation. La Le parfum de documentation est Sousskind, immense. tu avais lu? J'avais lu bien sûr le parfum de Sousskind. Je me retrouve dans cette ambiance du parfum. Oui, alors absolument, il y a un diapason clairement, c'est-à-dire que le parfum de Sousskind, le Balzac de Stefan Zweig, ont été comme ça des livres qui m'ont beaucoup accompagné, Travail d'Émile Zola, et qui m'ont énormément accompagné pendant cette période. Et c'est là où j'ai trouvé, avec peut-être tantôt Zweig, tantôt Sousskind, une sorte de rythme, une langue qui me plaisait, qui devait être suffisamment riche, pulpeuse, luxuriante, pour pouvoir justement faire le contrepoids avec une vie qui, elle, n'a rien de pulpeux, rien de suave, rien de sensuel. Donc si j'arrivais à trouver le bon dosage de raconter une histoire d'un homme qui est blanc avec de la couleur, un homme qui est maigre mais avec de la chair, tu vois, qu'il est terne mais en lui donnant un côté un peu bigarré, un peu bariolé, alors ça pouvait être le bon équilibre, le bon dosage pour le texte. Le pauvre, quelle vie! Une vie de tristesse, tout à fait. Une vie en effet de déboire, de veine, un homme qui n'a pas eu de chance, qui s'est retrouvé comme ça malgré lui à trébucher, à subir sa propre vie, et qui est comme une sorte de héros décalé, c'est-à-dire un homme ordinaire qui se retrouve malgré lui bousculé dans les grands événements de l'histoire, dans les bassesses et les grandeurs de l'histoire, et qui devient une sorte de anti-héros. Parce que déjà amoindri même par son proviseur. Hein. Tout à fait amoindri par son proviseur, par les élèves, par ses collègues, également par sa mère meurt jeune, et son père est malade, c'est un homme qui lui-même n'a pas ce charme qui permet d'attirer un petit peu... Il est attiré par le soleil, mais c'est une ombre. Mais c'est une ombre. C'est ce paradoxe initial, comme vous le dites si bien, cette espèce d'oxymore initial qui m'a intéressé, cet homme complètement de l'ombre qui est tourné vers la lumière, cet homme froid qui est tourné vers le chaud, cet homme terne qui est tourné vers l'explosif, le wagnérien, le napoléonien. Enfin, j'ai trouvé ça étonnant comme brusque décision de se lancer dans une entreprise qui est tout l'inverse de ce que tu es. Tout à fait. Alors dans le travail de l'écriture, parce que je présume qu'il n'y a aucune longueur, c'est une concision parfaite, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'épisodes éjectés par l'éditeur? Énormément. Alors avant même d'avoir le garde-fou d'Amélie Colombani, qui est une très grande éditrice et qui sait très bien comment prendre les textes et les raccourcir, enlever la graisse, enlever les broussailles, enlever les ronces du texte pour ne garder que la fleur. Et moi-même, je fais un travail d'émondage du texte. Élagage et tout ça. Élagage énormément. C'est-à-dire que je me relis sans cesse, je suis un juge très sévère de mon propre travail. On sent. Énormément. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout été fier de ce que j'ai écrit la première fois. Je me relis sans cesse, je reprends. J'essaye le plus possible d'arriver à un texte qui soit concis. Et vous connaissez cette belle phrase de Pascal, le philosophe Pascal, dans sa lettre, où il dit « Excusez-moi pour la longueur de cette lettre, si j'avais eu plus de temps, ma lettre aurait été plus courte. » Eh bien, je pense que si j'avais eu plus de temps, le texte aurait été encore plus court. Si vous m'avez donné 2 ans, encore plus court. Et je pense que vous me laissez 10 ans avec le même livre, et à la fin, il ne restera qu'une seule page. Voilà. Pour essayer de condenser le plus possible. Un haïku, pour arriver en effet au cœur, quoi, à l'os du texte. Et je trouve ça très beau dans les autres livres, lorsque je lis, j'aime la concision. Et lorsque je vois des longueurs, lorsque je vois qu'il y a un peu trop de gras, je me dis que l'auteur a eu de la paresse, de la fainéantise, parce qu'il l'a vu lui aussi, sans doute, mais n'a pas voulu faire l'énorme travail qui est celui de reprendre une scène que tu as déjà écrite, et que tu dois en effet resserrer, parfois remanier, puis commencer différemment pour pouvoir lui donner un vrai souffle. Et c'est du travail. Le précurseur, il est évidemment, il faut pouvoir arriver à mettre en lumière un petit peu l'objet qu'il a créé. Oui. Il va quand même oser s'adresser au plus grand. Tout à fait. Donc il a quand même une certaine franchise dans la timidité. Absolument. Il a une franchise dans la timidité, une sorte de persévérance, une sorte de ténacité, une abnégation. Et avec pugnacité, il essaye d'aller le plus possible vers les hauteurs, bien que lui ne vienne pas de ce monde-là. Et il y a vraiment un côté transfuge, presque social, dans le sens où vraiment il vient d'en bas pour aller en haut,
on le voit à un niveau géographique, puisqu'il vient vraiment de la Terre pour aller vers le Soleil, mais également à un niveau plus hiérarchique, si on se met à penser dans le système politique de l'époque, où c'est ce roturier qui essaye de tutoyer l'empereur. Mais j'insiste sur cette idée qu'il y a beaucoup de hasard dans sa vie, et que c'est presque malgré lui qu'en faisant cette petite démonstration dans la cour de récré du lycée de Tours, il se trouve qu'il y a là un journaliste qui lui est ami d'un mécène, qui lui à son tour est ami d'un des commandants d'artillerie de Napoléon III, qui en parle à l'empereur. Voilà. Donc c'est vraiment, encore une fois, il a eu de la chance, beaucoup de chance sur certaines choses, et énormément de mauvaise chance et de poisse sur d'autres en fait. Donc il y a une sorte d'ascenseur émotionnel dans sa vie sans cesse. Et je me disais en lisant tous les archives et en retraçant un peu l'itinéraire et le circuit de sa vie, que ces montagnes russes étaient à la fois très fatigantes pour celui qui l'écrit, pour celui qui le lit, et que pour celui qui l'écrit, il fallait en effet essayer d'amadouer un petit peu ces allers-retours, parce que sinon on n'allait pas me croire. Donc mon travail a été aussi pouvoir, comme vous disiez tout à l'heure, enlever certaines scènes, enlever certains malheurs, enlever d'autres joies, pour essayer de créer un bon équilibre, plus sain, et que la structure narrative soit en effet plus fluide, et que ça coule mieux. Parce que sinon on se dit, mon ami, je ne sais plus où tu vas, enfin comment est-ce possible. Donc, trouver le bon dosage. C'est un précurseur, parce que quand on voit maintenant la technologie où elle est, bon, les panneaux solaires, etc., on voit que les avions partent maintenant sur des avions avec une énergie solaire. Oui. Et puis paf, lui, il essaye aussi. Et c'est l'ombre qui est là, les nuages sont là. Alors voilà, oui. Alors exactement, j'étais tombé vraiment sur une archive dans laquelle lui-même disait « J'ai fait une démonstration devant Napoléon III, point. Ciel peu clément, point. » L'empereur a eu l'élégance de me donner une deuxième invitation. Et donc le ciel peu clément m'a donné en effet l'idée d'écrire cette scène, parce que probablement c'était une journée un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire nuageuse, peut-être même il pleuvait, où il y avait une petite bruine qui l'a empêché de faire... Et donc c'est là alors où tu te dis, je vais me lancer un passage de fiction, je vais l'écrire, ça va être en effet de la fiction, puisque le seul document que j'ai c'est ciel peu clément, mais c'est une fiction qui est vraisemblable. Et tu décris quelqu'un qui est dissous, évidemment, parce qu'il n'est pas soumis par ce qui se passe. Exactement, et je me suis dit probablement que c'est ce qui s'était passé. Il devait lui-même se dire, après tellement de travail, après tant d'efforts, après avoir œuvré sur la machine, attendu tellement cet instant, comment est-ce possible que le ciel ne m'ait pas entendu? Et ce qui est beau, c'est que dans la même rue où il vivait à Tours, il y avait en effet cet autre homme appelé Maurice de Taste, qui lui était précurseur de la météorologie. Voilà. Donc c'est étonnant de se dire qu'au même moment où lui essaye de faire des prévisions de soleil, un autre essaye de faire des prévisions de pluie, et que l'un et l'autre vivent dans la même rue, mais qu'à aucun moment ils se sont mis en contact pour savoir qu'est-ce qui allait se passer ce jour-là devant l'empereur. Oui, d'accord. Tu ne fais pas des clips? Des clips? Oui, des conférences sur cet ouvrage, parce qu'il y a de quoi parler pendant des minutes. Absolument. Là, en effet, on est invité dans beaucoup de salons différents, beaucoup de festivals, et beaucoup de rencontres littéraires, beaucoup de presse, et je me dis aussi que donner demain des conférences là-dessus pourrait être intéressant, mais il faudrait être accompagné d'un climatologue, ou peut-être d'un activiste militant qui est dans l'écologie, pour pouvoir donner un relief plus intéressant aussi par rapport aux problématiques climatiques d'aujourd'hui. Le livre fait écho à ça, mais j'ai essayé vraiment de ne pas tomber dans l'écueil classique de se retrouver à vouloir tirer un peu la couverture ou pouvoir surfer sur la vague écolo du moment en se disant que j'allais faire un livre pamphlétaire. Non, au contraire, de rester en effet sur de la littérature pure et appliquée, et si le lecteur y voit des porosités avec aujourd'hui, tant mieux. Oui, moi j'ai deux amis comme ça qui m'ont fait connaissance, un est mathématicien, et l'autre est un écrivain de l'histoire, historien, c'est Thierry Mongeneste, qui a rencontré Oulu Garcia, qui est mathématicien. Ils font des choses incroyables, ils ont sorti 2 ou 3 livres maintenant pour expliquer la mathématique. Voilà. Ce sont des petits clips qui durent quelques minutes, mais il faut voir un petit peu la façon didactique que Oulu Garcia a, un peu comme toi. C'est fluide, ça coule de source, quoi. Voilà. Mais ça, c'est très enrichissant, quoi. Tout à fait. J'ai aussi ma cousine qui est planétologue et qui est en train d'écrire un livre de vulgarisation sur l'astrophysique. Et je pense que ça marche énormément en ce moment, la vulgarisation. Oui. Je pense aussi à Le charme discret de l'intestin, qui avait été publié par Actes Sud et qui avait eu beaucoup de succès, et même spectacle. Une jeune fille qui avait décidé de faire de la vulgarisation médicale pour pouvoir faire comprendre au monde comment fonctionnent plus ou moins nos organes, enfin comment fonctionne le corps. Donc je trouve ça très beau. Et ici, pour l'inventeur, c'est
une forme de vulgarisation, dans le sens où j'ai simplifié la vie d'un homme pour pouvoir lui donner un côté un peu plus mythique, un côté plus affabulateur, mais ça reste quand même du roman pur. Eh bien, je te remercie d'être venu me voir, parce que je sais que ton agenda est très serré, qu'il y a une grève de taxis qui vont perturber un petit peu les rendez-vous qui vont suivre. Miguel, bonne chance à toi. Merci beaucoup. Quel honneur pour moi de t'avoir reçu. C'est mon honneur, c'est moi. Et merci à ton attaché de presse. Merci beaucoup. Alain. Immense.